Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon de l'unité ATC, fonction acquérir, au profit des élèves de deuxième bac sciences et technologies électriques, matière sciences de l'ingénieur. L'objet de notre cours est le capteur analogique. Donc déjà, on avait vu dans les rappels et les révisions les différents types de capteurs. On avait classifié les capteurs selon la nature des signaux qu'ils délivrent en sortie. Et à cet effet, on avait eu des capteurs tout ou rien, des capteurs numériques et des capteurs analogiques. Donc, dans cette leçon, on va s'intéresser exclusivement aux capteurs analogiques. Donc, quelques définitions. Le mesure-onde, c'est la grandeur physique d'entrée. Ce mesure-onde, il attaque un capteur qui le traduit en une réponse R, qui est une grandeur analogique de sortie, qu'on pourrait afficher éventuellement, ou bien lui faire subir les traitements de filtrage, mise en forme, etc. La relation qui lie la sortie, la réponse R, au mesure-onde M, elle s'écrit de façon générale R égale fonction de M, f de M. Et pour faciliter l'exploitation de la réponse, on s'efforce de réaliser une relation entre la sortie et l'entrée qui soit linéaire. Donc la courbe d'étalonnage, c'est la caractéristique d'entrée-sortie du capteur. La sortie, c'est-à-dire la réponse R, en fonction de l'entrée, c'est-à-dire le mesure-onde M. Donc, on a ici un exemple de courbe. On remarque que cette courbe n'est pas linéaire. Donc, ça, c'est la première manifestation, c'est la première façon de représenter la réponse d'un capteur. C'est la caractéristique de transfert, ou bien la courbe d'étalonnage. On peut représenter la relation qui lie la sortie à l'entrée d'un capteur selon une relation fonctionnelle. Dans ce cas, par exemple, si il s'agit de la relation qui lie la résistance d'une thermistance à la température selon la loi RT égale à R0 exponentielle de B1 sur T moins 1 sur T0. Dans ce deuxième exemple, il s'agit de la résistance ou bien d'un capteur à résistance métallique, en l'occurrence la PT100. Donc la PT, c'est une résistance métallique en platine, 100, parce que sa température à 0 degré Celsius, si on replace ici par 0 et ici par 0, ça va donner 100 ohms. C'est pour ça qu'on l'appelle la PT100, parce qu'elle est en platine et que sa résistance à 0 degré Celsius égale à 100 ohms. Il existe aussi la PT1000, donc selon la même procédure, c'est une résistance, elle a une résistance de 1000 ohms, c'est-à-dire 1 kOhm à 0 degré Celsius, et elle évolue de façon presque linéaire. On a ici une approximation polynomiale de la réponse de notre résistance métallique PT100. Donc ça, ce sont deux méthodes de représenter l'évolution de la sortie en fonction de l'entrée. La troisième méthode, c'est de représenter les valeurs de sortie en fonction des valeurs d'entrée dans un tableau comme ceci, un tableau à 8 lignes et 10 colonnes, ce qui fait 80 valeurs. Si on prend par exemple cette valeur, elle correspond à 23 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'à 23 degrés Celsius, la résistance du capteur elle est égale à 108,95 ohms, etc. Maintenant, on va voir quelques signaux analogiques normalisés. Donc, lorsqu'on parle d'analogique, on parle de grandeur électrique. Donc, la grandeur électrique, comme vous le savez, pour n'importe quel type d'énergie, on a 3 grandeurs. Pour l'énergie électrique, on a une grandeur de déplacement. Qu'est-ce qui se déplace? C'est les charges. On a une grandeur de flux. Quand ces charges se déplacent dans le temps, combien ils s'en déplacent par seconde?
et on a la grandeur d'effort qui va créer ce flux, et c'est la tension. Donc soit charge électrique, soit courant électrique, soit tension électrique. Donc la caractéristique ici, on a représenté des caractéristiques correspondant à des tensions et des courants. Donc ici, la sortie, elle varie de 0 à 10 volts lorsque la grandeur mesurée varie linéairement, donc une fonction linéaire. Ici, la sortie varie entre moins 10 et plus 10, donc il est plus précis, c'est parmi les avantages. Ici, le capteur à sa sortie, il est équivalent à un générateur de courant entre 0 et 20 mA. Donc le souci à ce niveau-là, c'est que lorsqu'il y a coupure de la boucle de courant, on ne sait pas s'il y a coupure ou s'il n'y a pas de réponse. Donc on ne peut pas différencier. C'est ce qui vient résoudre la sortie 4, 20 mA. Lorsque, pour la valeur minimale de l'étendue de mesure qu'on appelle la portée, on a 4 mA. Pour la valeur maximale ou bien la portée max de l'étendue de mesure, on a 20 mA. Et si on a 0 mA, un courant nul, ça veut dire que la boucle, il y a un problème dans la boucle. Donc les portées 10 mètres pour les sorties en tension, supérieures à 100 mètres pour les sorties en courant. C'est une conséquence directe. La sensibilité aux parasites, elle est faible lorsqu'il s'agit d'une sortie en courant, elle est élevée lorsqu'il s'agit d'une sortie en tension, etc., etc. Et finalement, on a la loi de conversion, c'est-à-dire la relation entre la tension de sortie et la grandeur mesurée dans chaque cas. Ici, US égale la valeur mesurée fois 10 sur l'étendue de mesure, etc. Donc, on tire tout ça à partir du calcul de la pente. Donc, une caractéristique essentielle pour les capteurs analogiques, c'est la sensibilité. La sensibilité S, en un point de mesure M0, s'exprime par le quotient de la variation de la réponse, la sortie, par la variation du mesurant. C'est la grandeur physique à l'entrée. Donc ici, si on prend ce point, ici M0, on a la sensibilité, c'est la tangente à la courbe en ce point. C'est delta R, la variation de la sortie, sur delta M, la variation de l'entrée au voisinage du point M0. Et donc, il va sans dire que lorsque la sensibilité elle est constante sur toute la place de mesure, on dit le capteur il est nécessairement linéaire, c'est-à-dire que sa réponse est une droite. La résolution, c'est la plus petite variation de la mesure qu'il est possible d'observer. Donc, ici, pour ce capteur de couple, cette gamme de capteurs de couple, on a une étendue de mesure de 0 jusqu'à 0,3 Nm, donc c'est égal à 0,3 Nm. La résolution, c'est-à-dire la plus petite variation de la mesure, c'est 0,03 mN, c'est-à-dire 1/10 millième de l'étendue de mesure pour toute cette gamme. Ici, c'est un appareil qui permet de mesurer la vitesse de l'air, anémomètre, l'éclairement lumineux, luxmètre, la température, thermomètre, et l'humidité relative, hygromètre, HR. Donc ici, on a la résolution, ici, c'est 0,1 par exemple mètres par seconde, si la vitesse elle est en mètres par seconde, ou bien kilomètres par heure, si la vitesse est exprimée en kilomètres par heure. Ici, pour l'éclairement lumineux, ici c'est l'étendue de mesure, la gamme de mesure, c'est l'étendue de mesure de 0 à 20 000 lux avec une résolution de 1 lux. Et attention, la résolution, avoir une bonne résolution, ne veut pas dire que le capteur, il est automatiquement précis. Donc, la résolution n'a rien à voir avec la précision. La précision, cette fois, un capteur, il est précis s'il est juste et fidèle. Donc ici, on a 4 cas de figure avec 4 couleurs différentes. Nous avons ici la couleur verte. La valeur moyenne, elle coïncide avec la valeur vraie qu'on veut mesurer, qu'on veut atteindre. Donc, ça, c'est un capteur qui est juste.
Mais il n'est pas fidèle parce que les valeurs peuvent être dispersées de part et d'autre. La dispersion, elle est grande. La courbe violet, c'est la courbe la plus parfaite. La valeur moyenne, elle est égale à la valeur vraie. En plus de ça, la dispersion est faible, ce qui est illustré par le calcul de l'écart type. Là, la courbe avec cette couleur, quelle est cette couleur? C'est une courbe qui exprime un capteur qui est fidèle parce que la dispersion elle est faible. Il donne des mesures très proches pour une série de mesures, mais il n'est pas juste puisque sa valeur moyenne ici, elle est éloignée, assez éloignée de la valeur vraie. Et ici, en bleu ciel, on a une série de mesures qui appartiennent à un capteur qui n'est ni fidèle, une grande dispersion, ni juste la valeur moyenne, elle est écartée par rapport à la valeur vraie. Donc l'évaluation de la précision, c'est comme le triangle de Pythagore, P égale à racine carrée de J carré plus F carré. J, c'est l'erreur de justesse, F, c'est l'erreur de fidélité, et P, c'est la précision. On en arrive à la classification des capteurs. Comme je viens de le dire, on avait fait une classification ou bien une taxonomie des capteurs selon la nature du signal de sortie. Maintenant, on va voir un autre type de classification qui va distinguer les capteurs selon qu'ils aient besoin d'une tension d'alimentation extérieure pour produire le signal électrique de sortie, ou bien s'ils peuvent créer le signal de sortie de leur propre énergie. Donc, dans le deuxième cas, c'est un capteur actif, et dans le premier cas, c'est un capteur passif. Donc, pour les capteurs actifs, les capteurs, ils transforment directement le mesurant en grandeur électrique. Et grandeur électrique, ça peut être charge, courant ou tension. Les capteurs passifs, ils ne nous donnent pas une grandeur électrique. Ils nous donnent la variation de la grandeur d'entrée se répercute sur un des éléments de l'impédance du capteur. Donc, si c'est un capteur résistif, l'un des éléments de la résistance, ça peut être la résistivité, ça peut être la longueur, rarement la section. S'il s'agit d'un capteur capacitif, ça peut être une grandeur, généralement la permittivité électrique ou bien la constante diélectrique, epsilon. S'il s'agit d'un capteur inductif, ce qui va changer, généralement, c'est la perméabilité magnétique pour se répercuter sur la valeur de l'inductance L. Et donc, ce L, qui dépend de la grandeur d'entrée, on va pouvoir l'utiliser dans un circuit oscillant pour qu'il donne une fréquence, et à ce moment-là, la fréquence sera l'image de la grandeur d'entrée. Donc, R, L, S, C, inductance, capacitance, résistance. Les causes, donc, comme je l'ai dit, soit un changement sur la résistivité, la perméabilité et la constante diélectrique pour les propriétés électriques, soit sur la géométrie, par exemple la surface des armatures d'un condensateur, le noyau magnétique d'une bobine, etc. Donc, les capteurs actifs, il y a des phénomènes physiques qui rentrent en jeu pour pouvoir traduire directement le mesurant en signal électrique, charge, courant ou tension. Donc, il y a plusieurs phénomènes physiques qui sont utilisés à cet effet. On a la thermoélectricité. La thermoélectricité, lorsque deux matériaux, M1 et M2, donc M1 c'est là et là, M2 c'est ici, ils ont des jonctions, ils sont soudés à deux extrémités, dont l'une est à une température de référence, généralement le 0 degré Celsius, et l'autre, elle est à une température qu'on veut déterminer. Donc, ce type de capteur, il génère une tension qui est proportionnelle à la différence entre les deux tensions. Donc ici, la différence entre les deux tensions,
c'est T1 moins 0, c'est-à-dire T1. Donc, il me donne une tension directement proportionnelle à la température. Donc, c'est un capteur de température qui utilise la thermoélectricité. La pyroélectricité. La pyroélectricité, lorsque un flux, un rayonnement magnétique, un flux lumineux, attaque un cristal et on change la température et par la suite, il y a accumulation de charges positives et négatives de part et d'autre de la surface du cristal. Et cette polarisation qui est sous forme de charge électrique, elle est convertie en tension électrique. La piézoélectricité, donc c'est le quartz, c'est l'élément piézoélectrique par excellence. Lorsqu'on applique une force ou un effort ou une accélération sur un élément piézoélectrique, il se déforme et il crée des charges égales et de signes différents sur ses faces, et cette différence de charge, elle est convertie en tension. L'induction électromagnétique, c'est ce qu'on utilise pour les capteurs tachymétriques, et en particulier la génératrice, la dynamo tachymétrique, la génératrice, qui fournit, en fonction de la vitesse de rotation du bobinage à l'intérieur, il donne une tension continue qui est proportionnelle à la vitesse de rotation. La photoélectricité, lorsque un rayonnement lumineux libère des paires électrons-trous au niveau de la jonction d'un semi-conducteur, et donc il permet de faire varier la tension à ces bornes. Et finalement, les féoles. Les féoles, on a un barreau parallélépipédique qui est traversé par un courant, qui a un champ magnétique qui est soumis à un champ magnétique B qui est perpendiculaire au courant. Si ces deux conditions sont réunies, il crée une tension latérale qui est perpendiculaire et à B et à I, qui dépend du champ magnétique. Et donc, on l'utilise généralement pour capter des positions. Les capteurs passifs, leurs propriétés électriques, donc, lorsque le mesurant, c'est une température, le type de matériau, platine, nickel, cuivre, semi-conducteur, etc., la température agit sur la résistivité. Pour les très basses températures, on utilise la constante diélectrique du verre qui va changer avec la température à faible degré. Le flux de rayonnement optique, il permet de changer la résistivité dans les semi-conducteurs. Une déformation d'un matériau, elle permet, lorsqu'il s'agit d'alliage de nickel, silicium, dopé, etc., d'en modifier la résistivité. Sinon, lorsqu'il s'agit d'alliage ferromagnétique, il permet de modifier la perméabilité magnétique mu. La position, lorsque le matériau magnétorésistant, c'est-à-dire dont la résistance dépend d'un champ d'induction magnétique, comme le bismuth, l'antimoinure d'indium, c'est la résistivité qui change dans ce cas. L'humidité, elle peut mettre à profit soit le changement de la résistivité, soit de la constante diélectrique, capacitif, résistif. Donc tous les capteurs qui sont avec la couleur jaune, ce sont des capteurs capacitifs. Celui-là, plutôt résistif, pardon. Celui-là, ça va être un capteur capacitif. Celui-ci aussi, et celui-là, ça va être un capteur magnétique, inductif. Donc, on va étudier sur un système de traitement thermique qui est extrait du bac de SI de 2015, session normale, un système de traitement thermique qui contient un four électrique, un ventilateur pour homogénéiser le flux de chaleur dans l'enceinte, une électrovanne qui permet de s'ouvrir et se fermer pour alimenter l'enceinte en azote pour éviter la corrosion des pièces sous traitement, un thermocouple pour mesurer la température, des résistances chauffantes pour chauffer l'enceinte, une porte latérale ou bien verticale qui permet, à travers un système de transmission de puissance commandé par un moteur, d'ouvrir ou de fermer l'enceinte, et un socle mobile qui permet de transporter la pièce à traiter, de la faire rentrer
ou bien de la sortir avant de l'évacuer dans un bain d'huile pour être refroidi. Donc, en gros, c'est ça. Vous pouvez par la suite faire une pause pour lire le tout. Donc, on va étudier l'acquisition de la température qui se fait à l'aide d'un thermocouple. On a le métal B, le métal A. Ici, c'est des connexions en cuivre pour connecter la jonction de raccordement du thermocouple à la carte d'acquisition. Donc, le principe d'un thermocouple, c'est qu'un métal A, lorsqu'il y a une différence de température à ses bornes, il développe une tension U qui est égale à SA, facteur de T1 moins T2. T1 moins T2. SA, c'est le facteur ou bien le coefficient de Seebeck en mémoire à son inventeur. Bon, c'est le coefficient de Seebeck du métal A, mais un seul métal ne peut pas donner une tension. Le thermocouple, c'est l'association de deux métaux qui sont différents, qui ont des coefficients de Seebeck différents, voire inversés, de sens contraire, pour pouvoir donner une tension aux bornes ici qui est convenable. Donc TX, c'est la température inconnue à mesurer, TC, c'est la température ici, d'acquisition, etc. SA, SB, SC, ce sont les coefficients de Seebeck des métaux A et B et du cuivre de liaison. UM, c'est la tension développée par l'ensemble des jonctions du thermocouple et des fils de liaison. On demande de montrer que UM égale SA moins SB, facteur de TX moins TC. On revient. On a ici la loi de May, elle permet d'écrire que UM égale cette tension U1 plus U2 plus U3 plus U4. Donc, la loi UM égale 1 U1 plus U2 jusqu'à U4. U1, c'est SC facteur de TC moins TACQ. On applique les facteurs de Seebeck aux différences de température pour chaque métal, plus SATX moins TC, etc. Donc, on remarque que ces deux termes se simplifient, SC, TC moins TACQ, et SC, TACQ, acquisition moins TC, donc ils sont inversés, ils sont opposés, de signes opposés, donc ça saute, et ça reste SA moins SB, facteur de TX moins TS, TC. Voilà, SA moins SB, facteur de TX moins TC. On met la relation 1 sous la forme suivante, où SAB, donc SA moins SB, on va l'appeler SAB, c'est le coefficient de Seebeck du thermocouple en entier, formé des métaux A et B. UM, donc c'est ce qu'on vient d'écrire ici, on remplace SA moins SB par SAB, la relation 2. On plonge les jonctions de raccordement TC pour avoir TC égale à 0. Donc UM, il va dépendre uniquement de TX selon UM égale à SAB fois TX. Mais utiliser de l'eau glacée, ce n'est pas une solution très convenable. Donc qu'est-ce qu'on fait? La différence de tension qui est perdue, on la mesure avec un autre type de capteur, le LM35, et on l'insère dans le circuit pour l'ajouter et compenser l'erreur. Donc, sachant que UTH c'est la tension ici, égale à SAB TX moins SAB TC, donner la nouvelle valeur de UM, bien la nouvelle expression de UM. Donc, UM, c'est UTH plus UCJC, donc c'est cette expression plus UCIJ. Quelles conditions doit vérifier la tension UCIJC pour la compensation de TC? Ce terme, il doit être égal à ce terme pour annuler tout ça et laisser uniquement UM égale SAB fois TX. Donc, UCJC, il est égal à, c'est la réponse, SAB fois TC. Le circuit pour la compensation, il est là, à l'aide d'un capteur de température en circuit intégré, le LM35. Donc, qui contribue ici avec une tension VB qui est égale à R2 sur R1 plus R2 fois ULM. Donc,
on appelle SLM le facteur ou bien la sensibilité de l'ensemble capteur plus pont diviseur, on a ce schéma équivalent qui va nous donner que UTC, c'est cette tension plus cette tension moins cette tension. Sachant que le capteur LM35, il a une caractéristique linéaire qui avance avec une 10 millivolts pour chaque degré Celsius. Ici, c'est la famille des thermocouples E, K, R, S, etc., selon les températures qui permettent de détecter, de mesurer. On demande l'expression de UTC, c'est SAB fois TX plus SLM moins SAB. Quelle est la condition à réaliser pour avoir UTC égale SAB TX? Donc, il faut que SLM soit égal à SAB. Avec SLM, c'est R2 sur R1 plus R2 fois 10 millivolts par degré Celsius. Et enfin, déterminer la valeur de SAB en microvolts par degré Celsius d'après la caractéristique U égale à F de T du thermocouple qui est du type K. On revient ici. Donc, le thermocouple du type K, il est ici. La pente, c'est cette quantité divisée par cette quantité, c'est-à-dire 50 millivolts sur 1250 degrés Celsius, et ça donne 40 microvolts par degré Celsius. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine leçon, Inch'Allah.